les cardiopathies univentriculaires. C'est un sujet qui est un sujet important dans le domaine de la cardiologie congénitale parce que c'est un sujet qui est original. Il y a très peu de domaines de la cardiologie où on s'occupe de ces patients. C'est la cardiologie congénitale du petit, de l'adulte et une partie de la rythmologie. C'est bien sûr un sujet aussi pour la transplantation, comme on pourra le voir à la fin. Donc, je vais essayer de faire, on va dire, une overview de ce sujet ce matin. C'est un sujet avec beaucoup de sous-ensembles, de l'anatomie, de la physiologie, de la programmation chirurgicale, de l'éthique, des traitements médicaux. On va essayer de balayer tout ça. Bien sûr, on n'ira pas en profondeur dans le temps qui nous est donné. C'est pour vous montrer un petit peu le sujet dans sa globalité et tenter de vous faire comprendre certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans la prise en charge de ces patients. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est une cardiopathie univentriculaire? Donc, il y a une définition anatomique, tout d'abord, et puis on verra juste après qu'il y a une définition qui est physiologique. Donc, la définition anatomique, elle signifie qu'il n'y a qu'un seul ventricule, l'autre étant absent. Et donc, un ventricule étant défini par son entrée, eh bien, la définition peut être celle d'un ventricule à double entrée, c'est ce que vous voyez sur le schéma de gauche, d'avoir deux jonctions auriculo-ventriculaires dans ce cas qui sont connectées avec un seul ventricule. Donc, la connexion atrioventriculaire, dans ce cas-là, se fait depuis les deux oreillettes vers une seule cavité ventriculaire et on verra un peu plus tard que les voies d'éjection peuvent avoir une morphologie variable. Il peut y avoir aussi une connexion atrioventriculaire qui est unique vers un seul ventricule parce que l'autre valve est atrétique, comme dans les atrésies tricuspides ou les atrésies mitrales. Et il peut y avoir une connexion atrioventriculaire unique qui est faite d'une valve atrioventriculaire unique qu'on appelle valve de type canal atrioventriculaire ou valve atrioventriculaire commune. Généralement, dans ces différentes situations, il y a un ventricule accessoire, ou on appelle ça parfois une cavité accessoire, puisque comme il n'y a pas d'entrée, c'est difficile de dire que ça s'appelle un ventricule, qui a une voie de sortie et qui a un apex qui est hypoplasique, que généralement on dit qui ne fait pas la pointe du cœur, qui ne participe pas à la pointe du cœur. Et on verra ces différentes anatomies pour que vous les ayez en tête. Donc ça, c'est la définition anatomique. Il n'y a qu'une seule cavité ventriculaire à proprement dire, avec une entrée de morphologie variable, et donc qui est un ventricule droit ou un ventricule gauche en fonction du type de ventricule. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à gauche, un ventricule unique à double entrée. Vous voyez bien qu'il y a deux valves atrioventriculaires et une seule cavité ventriculaire. On ne voit pas l'autre d'ailleurs. Pour l'image du milieu, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule valve atrioventriculaire dans une cavité ventriculaire qui occupe la quasi-totalité du massif cardiaque. Et puis ici, ce que j'ai appelé la cavité accessoire ou le ventricule accessoire. Puis enfin ici, il y a une seule valve atrioventriculaire. Dans ce plan-là, c'est difficile de dire que c'est une valve de type CAV, mais on pourrait le voir en petit axe. En tout cas, on voit très bien qu'il y a une oreillette unique derrière avec des veines pulmonaires et probablement une partie droite du massif auriculaire ici. Donc ça, c'est les morphologies de ventricule unique avec la définition anatomique. Il y a de très nombreuses variétés anatomiques et même au sein de ces sous-groupes, et je vous montre juste un exemple ici, par exemple dans l'atrésie tricuspide, vous voyez que sur le schéma de gauche qu'on trouve sur Internet, eh bien, il y a une atrésie de la valve tricuspide, un ventricule gauche qui est le ventricule principal, ventricule unique, et puis un petit ventricule droit ou une cavité accessoire. Et cette cavité est petite, il y a aussi un aspect hypoplasique de la voie d'éjection droite parce que la communication interventriculaire est petite. Et comme on l'a vu dans le cours de physiologie, le ventricule ne s'est donc pas développé parce qu'il n'a pas d'entrée et parce qu'il n'a été que peu alimenté par cette CIV restrictive. À l'inverse, sur l'image de droite, vous voyez que la communication interventriculaire, donc entre le ventricule gauche unique et le ventricule droit accessoire ou rudimentaire, cette CIV est large et donc il n'y a pas
d'hypoplasie majeure du ventricule droit, comme sur l'image de gauche. Donc, le ventricule a pu se développer. Il peut ne pas y avoir, par exemple, d'obstacle à l'éjection vers l'artère pulmonaire dans cette situation. Donc, à la fois des anatomies différentes, et je viens de le suggérer, des physiologies différentes au sein de mêmes groupes, donc ce qui fait la grande diversité de ces cardiopathies univentriculaires. La deuxième définition, c'est une définition physiologique. Cette définition physiologique, elle inclut bien sûr tous les cœurs dont on vient de parler, c'est-à-dire ceux où il n'y a qu'un seul ventricule. Donc, on ne peut pas construire à partir d'un seul ventricule deux ventricules, on ne peut pas cloisonner. Ça a été fait il y a des décennies, ça a été totalement abandonné. Et donc, c'est des cardiopathies congénitales dans lesquelles il n'est pas possible de réparer à deux ventricules, bien que ces deux ventricules soient présents. Par exemple, dans les différentes formes anatomiques que je viens de décrire, mais aussi dans d'autres cas, et le truc le plus simple, c'est il y a des communications interventriculaires multiples, tellement grandes, avec tellement peu de septums interventriculaires, qu'on ne peut pas cloisonner. Et donc, on va rentrer dans un programme univentriculaire parce qu'on ne peut pas fermer ces dizaines de communications interventriculaires, par exemple. Ça peut être parce qu'un des ventricules est petit, par exemple l'hypoplasie du cœur gauche. Donc, on a une petite valve mitrale, un petit ventricule qui peut être fibreux, une très petite voie d'éjection. Et donc, on ne peut pas réparer à deux ventricules parce qu'on considère que le ventricule, même s'il est présent et qu'il est bien là, eh bien, il sera incapable de faire son travail. Et c'est la même chose pour le ventricule droit, comme vous avez pu le voir, par exemple, dans l'atrésie pulmonaire à septum intact ou dans d'autres formes d'hypoplasie ventriculaire droite. Ça peut être des ventricules qui sont également déséquilibrés, et on a vu ça dans le contexte des canaux atrioventriculaires. Et puis enfin, ça peut être des anomalies d'insertion des valves atrioventriculaires, qu'on appelle les straddling, avec quand la valve s'insère en partie dans l'autre ventricule, son ventricule théorique, donc le ventricule droit, par exemple, dans un straddling tricuspide, eh bien, va être plus petit. Et donc, ces déséquilibres, quand ils sont très marqués, vont interdire d'utiliser le ventricule hypoplasique pour faire le travail d'un ventricule normal, qu'il soit droit ou gauche, et à ce moment-là, faire entrer le patient dans le chemin de prise en charge des cardiopathies univentriculaires qu'on va voir un petit peu après. Pour illustrer ce problème, je vous montre les différentes cardiopathies et surtout pour vous faire toucher du doigt la continuité qu'il y a entre ces différentes malformations. Vous voyez ici une communication interventriculaire qu'on pourrait dire être dans la voie, dans l'inlet, dans la voie d'admission. Et puis ici, c'est la cardiopathie avec un petit décalage, un petit malalignement du septum interauriculaire et du septum interventriculaire, avec un chevauchement de la valve tricuspide sur le septum interventriculaire qu'on appelle un overriding, avec une disproportion des ventricules qui est peu marquée. On peut ici toujours imaginer de fermer la CIV en faisant bien attention à la tricuspide. Puis ici, le straddling, où vous voyez que le ventricule droit est devenu petit, puisque la tricuspide s'ouvre majoritairement dans le ventricule gauche. La disproportion est très importante. Il y a des petites règles qui ont été données, mais on s'en fiche un peu. C'est visuel pour l'instant. Et donc, dans cette cardiopathie, on va avoir bien du mal à la réparer à deux ventricules, parce que le ventricule droit est petit. Et puis, si je pousse la désaxation encore plus loin, donc dans cet aspect de convergence des voies d'éjection et de l'inlet, eh bien, vous voyez qu'on est dans la situation de ventricule gauche à double entrée, avec un ventricule droit qui est devenu une cavité accessoire. Donc, ces malformations pourraient faire partie d'un continuum. Il y a des travaux sur ce genre de choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir celles avec lesquelles on va pouvoir faire deux ventricules et celles avec lesquelles on ne pourra pas. Voilà un exemple ici de overriding de la valve tricuspide. Donc, vous voyez ici, il y a une valve mitrale, puis ici une valve tricuspide qui regarde en grande partie, je devrais dire sur cette image, le ventricule gauche et un petit peu le ventricule droit. On voit qu'il ne fait pas la pointe et qui est hypoplasique. Voilà une forme beaucoup plus avancée, c'est pour les comparer, hein, où vous voyez ici l'oreillette gauche, la valve mitrale, puis ici la valve tricuspide, qui s'insère en grande partie sur la face latérale gauche du septum interventriculaire et le ventricule droit qui est très hypoplasique. Donc on comprend bien qu'ici, on ne pourra pas réparer à deux ventricules.
Et puis enfin, j'ai poussé le bouchon jusqu'au bout avec le cœur univentriculaire à double entrée, comme je l'ai déjà dit au début. Maintenant, passons à l'aspect de diagnostic prénatal avec une vision qui est une vision française et même, on va dire, parisienne du diagnostic prénatal, en particulier pour les chiffres que je vais vous donner, mais c'est pour vous dire que les cardiopathies univentriculaires vont poser un certain nombre de problèmes éthiques au moment du diagnostic, et le diagnostic est très souvent fait avant la naissance dans le système de dépistage français, pour la bonne raison que le diagnostic de cardiopathie univentriculaire est facile. Le déséquilibre sur la coupe 4 cavités est très marqué, et donc il est très facile de suspecter ce type de cardiopathie, bien plus, bien sûr, qu'une coarctation, par exemple, sur une simple asymétrie des ventricules. Et donc, le groupe des cardiopathies fonctionnellement univentriculaires a été décrit dans la classification ACC-HD, qui est celle qu'on utilise habituellement ici, donc qui est cette classification qui décrit de façon segmentaire les cardiopathies, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises au cours de cet enseignement. Et si on regarde ici le taux d'interruption de grossesse, et vous avez peut-être déjà vu ces chiffres dans le cours d'épidémiologie, le taux d'interruption de grossesse quand il y a un dépistage de cardiopathie congénitale en Île-de-France, parce que c'est l'étude EPICARD, il est de 16% dans cette étude en population, avec un petit peu de morphétal in utero. Et la proportion d'interruption de grossesse est en grande partie influencée par la présence de malformations extracardiaques ou d'anomalies chromosomiques, mais aussi par la complexité de la cardiopathie. Et donc, quand vous regardez ici, pour les cardiopathies univentriculaires, l'association à des anomalies chromosomiques est à peu près celle globale de toutes les cardiopathies congénitales, c'est-à-dire 16%. Les anomalies extracardiaques, c'est à peu près 20%. Et c'est à peu près la même chose chez ceux qui naissent vivants. Donc, en termes d'association morbide, c'est la même chose que pour toutes les cardiopathies. Par contre, quand on regarde en taux de diagnostic prénatal, c'est ce qui est représenté sur cette diapositive, le taux de diagnostic prénatal des cardiopathies fonctionnement univentriculaire, c'est un peu plus de 90%. Et si vous comparez aux CIV, qui sont difficiles à voir avant la naissance, et ça a moins d'impact que de faire un diagnostic d'une cardiopathie univentriculaire, en tout cas sur la décision parentale, vous voyez qu'on dépiste seulement 10% des communications interventriculaires en anténatale et plus de 90% des cardiopathies univentriculaires. Maintenant, si on regarde ce que choisissent les familles qui vivent en région parisienne, puisque c'est une étude en région parisienne, pour les cardiopathies univentriculaires, elles choisissent l'interruption de grossesse dans un peu plus de 60% des cas, parce qu'elles sont préoccupées du parcours que va avoir à subir l'enfant et du pronostic à moyen et long terme, à la fois sur le plan cardiaque et sur le plan général dans certaines malformations. Quand on regarde après la naissance, eh bien, on voit que la majorité des cardiopathies univentriculaires est diagnostiquée dans la première semaine dans cette population, qui a très très peu d'enfants qui sont diagnostiqués au-delà. Vous voyez, c'est 0 enfants diagnostiqués après l'âge de 1 mois dans cette série, alors que bien sûr, pour d'autres malformations, c'est totalement différent, comme vous pouvez bien sûr vous l'imaginer. Donc ça, j'ai déjà dit. Voilà. Maintenant, quelle est la mortalité et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'interruptions de grossesse dans les cardiopathies univentriculaires en Île-de-France? Eh bien, parce que la mortalité est importante, et si on s'attarde uniquement aux chiffres d'ici de mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité au cours de la première année, eh bien, vous voyez que la mortalité est à peu près de 60%. Donc, ça comprend bien sûr des traitements compassionnels, mais aussi des traitements actifs. Et donc, à peu près un tiers des enfants va rentrer dans un programme compassionnel. Donc, même si on exclut cela, ça fait une mortalité qui va approcher les 50% de mort à 1 an. Donc, beaucoup d'interruptions de grossesse et beaucoup de mortalité précoce chez ces patients, qu'ils soient pris en charge ou non. Donc, si on résume l'épidémiologie des cardiopathies univentriculaires en incluant l'aspect du diagnostic prénatal, ça représente environ 5 à 7% de toutes les cardiopathies congénitales. Elles sont vues dans les pays qui ont des programmes de dépistage avec, en anténatal dans plus de 90% des cas et depuis plus de 20 ans. L'association
avec des anomalies chromosomiques et des anomalies extracardiaques est à peu près identique à celle de toutes les cardiopathies congénitales. Donc, le conseil de recherche d'anomalies associées est le même. C'est une activité de transfert in utero importante, puisque, comme je vous ai dit, il y a des physiologies qui sont menaçantes à la naissance. On va en voir quelques exemples. Donc, les interventions précoces sont justifiées dans ces situations-là, dans 2 tiers des cas, ce qui est important parce que, par exemple, si on prend le transfert in utero d'une tétralogie de Fallot, ce transfert n'est que rarement justifié. Il y a très peu d'interventions néonatales dans les tétralogies de Fallot, c'est 3-4% des enfants. C'est 2 tiers des cardiopathies univentriculaires. C'est bien sûr, comme je l'ai déjà dit, la principale motivation d'interruption de grossesse pour malformation cardiaque. C'est la principale cause de mortalité d'origine cardiaque après la naissance dans les pays qui les prennent en charge. Et la survie à 1 an est mauvaise. Voyons maintenant différentes formes d'anatomie et regardons un petit peu comment on fait l'échographie et comment on regarde en échographie. Donc, je vous montre à nouveau cette image. Donc, vous avez déjà vu le ventricule unique à double entrée. On voit bien les 2 valves atrioventriculaires qui s'ouvrent dans un seul ventricule. On pourrait imaginer qu'il y a un petit bout de septum vers la pointe. C'est souvent le cas. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le septum interventriculaire. Le plus souvent, ce sont des morceaux d'appareil sous-valvulaire qui vont donner cette impression-là. Et ici, c'est un patient qui a une grande communication interauriculaire. Elle est peut-être chirurgicale d'ailleurs, parce que c'est un cœur qui est grand. Et si vous faites bien attention, vous voyez l'aorte ici en arrière et une veine pulmonaire. Et la valve que vous voyez ici, que je montre avec ma flèche, vous voyez qu'elle est plus apicale que la valve que vous voyez là. Et donc, on pourrait penser qu'ici, il s'agit d'une valve tricuspide qui est juste en face des veines pulmonaires, donc de l'oreillette gauche, a priori, alors que la valve qui est ici plus postérieure est du côté de l'oreillette droite, ce que peut aussi suggérer la morphologie de l'auricule triangulaire que vous voyez là, et qui aurait donc un aspect de discordance de la connexion atrio-ventriculaire. Mais là aussi, c'est un abus de langage, et je veux juste vous indiquer ça brièvement. Il faut un petit peu se méfier de ce type de langage, puisque c'est difficile de dire qu'il y a une discordance atrio-ventriculaire puisqu'il n'y a qu'un seul ventricule. Donc, on n'utilise généralement pas ce type de langage. On va utiliser la classification en disant que ce patient a une boucle L, comme vous l'a dit le professeur Houillet. D'autre part, si on regarde en petit axe, ce n'est peut-être pas le même patient, mais c'est un cardiopathie univentriculaire avec avec 2 valves AV, excusez-moi. Et si vous regardez en petit axe les 2 valves, je défie quiconque de me dire qui est la tricuspide et qui est la mitrale. On pourrait dire ça, c'est la tricuspide, mais là aussi, cette valve s'ouvre en 3 morceaux. Peut-être que c'est une mitrale fendue. On dirait ça comme ça. En tout cas, on va dire la valve AV gauche, la valve AV droite. C'est dans la plupart des cas comme ça qu'on va décrire cette malformation. Voici à nouveau une cardiopathie univentriculaire avec une seule valve atrioventriculaire de type CAV. On voit que ça ressemble beaucoup à un canal atrioventriculaire complet. Et on pourrait se dire, ah, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réparé en fermant la communication interventriculaire? Parce que là, on voit bien que ça ressemble à une communication. On voit l'appareil sous-valvulaire du côté gauche là. On voit une sorte de bout de septum un peu épais ici. Et puis, on dit, tiens, on aurait pu fermer. Bon, le problème, c'est qu'il faut appréhender les cardiopathies univentriculaires dans leur ensemble et que, a priori, dans cette malformation, si on ne l'a pas réparé comme un canal atrioventriculaire, c'est parce que les 2 vaisseaux sortaient de ce côté-là et que pour aller de la communication interventriculaire à l'aorte, comme je vous l'ai dit dans le cours sur ventricule droit à double issue, eh bien, il fallait faire un tunnel immense entre une communication interventriculaire sans rapport avec les vaisseaux, non-committed, et les vaisseaux en position de ventricule droit à double issue. Donc, on peut avoir ce type d'anomalie. Voici une atrésie mitrale, petite oreillette gauche, la valve mitrale est fermée, on ne voit pas de ventricule gauche, et puis on a une valve tricuspide, on voit ici la cloison interauriculaire dans laquelle il y a certainement un petit trou pour que l'enfant puisse vivre. Donc ça, c'est des images qui sont faciles. Et puis, je vous montre la progression en faisant grandir le ventricule gauche. Vous voyez ici, il y a une mitrale qui est soit atrétique, soit très hypoplasique.
Et on voit un ventricule gauche qui est minuscule. Bien évidemment, cette fois-ci, il y a deux ventricules. On est d'accord, mais celui-là, on ne va pas pouvoir lui demander de faire le travail du ventricule gauche. Et puis même si on avance un petit peu, eh bien, il va y avoir ici une valve mitrale qui s'ouvre bien. Vous la voyez, enfin s'ouvre bien, elle s'ouvre de façon restreinte, mais elle s'ouvre quand même, elle n'est pas fermée. Un ventricule qui est un petit peu plus grand, mais il ne va pas jusqu'à la pointe. Et on aurait pu progresser comme ça. Et de temps en temps, on va avoir cette hésitation pour savoir sur quel type de programme on va. Est-ce qu'on peut raisonnablement demander à un petit ventricule gauche ou un petit ventricule droit de faire le travail d'un ventricule, ou est-ce qu'on doit aller vers un programme univentriculaire? C'est important parce que le choix est très souvent irréversible et bien évidemment, le pronostic est totalement différent, en sachant que les problèmes peuvent être aussi différents chez les patients pris en charge dans ces deux types de programmes. Voilà une hypoplasie du cœur gauche qui ressemble un petit peu au malade que je vous ai montré précédemment, avec un aspect supplémentaire, donc qui est celui du petit ventricule gauche, comme vous pouvez le voir ici. Et vous voyez que l'endocarde est un peu plus brillant. Donc, on appelle ça la fibroélastose. C'est-à-dire que le ventricule, il est à la fois petit, mais probablement totalement incompétent, parce que d'abord, il se contracte peu ou pas. Et ensuite, sa structure est celle d'une coquille d'œuf. Il ne va pas se remplir. J'ai mis aussi cette image d'une autre variété d'hypoplasie du cœur gauche avec un aspect d'hypertrophie tout à fait considérable qui suggère qu'il y a eu à un moment une sténose aortique qui a fait que le ventricule s'est rempli et musclé, qu'il a essayé d'éjecter. Et puis finalement, il s'est réduit en taille pour devenir tout petit. Vous avez peut-être vu ça dans les rétrécissements de la valve aortique. Donc il y a ces différentes formes anatomiques. Bien sûr, à la fin, le programme va être le même. Le ventricule gauche est inutilisable et on va faire un programme univentriculaire. Je vous ai montré les straddling tricuspides. Voilà un straddling mitral. Là, vous voyez sur l'image de gauche ce à quoi ça correspond. Et puis ici, on voit les deux ventricules, donc le ventricule droit, le ventricule gauche. Ici, en haut, l'oreillette droite. Et vous voyez que la valve mitrale traverse une communication interventriculaire et va s'insérer en partie dans le ventricule droit. Et donc, on comprend bien que ça va être très compliqué de fermer la communication interventriculaire pour pouvoir réparer ce patient et qu'on va s'acheminer très souvent vers des programmes univentriculaires. Voilà une atrésie tricuspide avec ici la valve qui est complètement fermée et puis un tout petit ventricule droit. Puis voilà une autre forme, une atrésie tricuspide et comme vous le voyez, avec une variation puisqu'on a un overriding de la valve mitrale. Donc on peut aussi mélanger différentes anomalies chez ces patients qui ont des cardiopathies univentriculaires. Voilà à nouveau l'atrésie tricuspide que je vous ai montré à plusieurs reprises dans les cours. On peut aussi avoir des ventricules qui sont à nouveau présents, comme dans l'hypoplasie du cœur gauche, cette fois-ci à droite. Et c'est l'exemple de l'atrésie pulmonaire à septum intact, avec une petite valve tricuspide, un petit ventricule droit inutilisable, qui est exactement le même que sur le schéma. Et bien sûr, un programme univentriculaire à organiser chez ce patient. Et à nouveau, cette image de straddling tricuspide avec petit ventricule droit que je vous ai déjà montré au début du cours. Passons maintenant aux voies d'éjection. Quand on regarde les voies d'éjection, eh bien, on va avoir ce type de vue quand on regarde le cœur en sous-costal, dans la coupe que j'appelle l'oblique antérieure droite. Vous voyez ici une seule valve d'entrée, mais chez ce patient, c'était un ventricule unique à double entrée. Et vous voyez les voies de sortie. Il y a un vaisseau qui est situé ici. Et puis, il y a une cavité accessoire avec une communication interventriculaire qui a l'air petite ici. Et au-dessus de cette cavité accessoire, un autre vaisseau. On voit que le début des vaisseaux a une course à peu près parallèle, donc ils sont entre eux en position de transposition très probablement. Mais ce qui a relativement peu d'importance. Ce qui a de l'importance ici, c'est de savoir est-ce qu'il y a un obstacle vers ce vaisseau-là et est-ce qu'il y a un obstacle soit déjà présent, soit potentiel vers ce vaisseau-là. Et c'est ce qui va conditionner à la fois la présentation clinique et la physiologie néonatale, mais aussi la prise en charge thérapeutique précoce. Voilà ici à nouveau la vue de la cavité accessoire. Alors, ce n'est pas facile parce que ça bouge. Vous voyez ce petit as de pique, c'est le ventricule accessoire ou la cavité accessoire. Puis il y a un vaisseau qui sort, qui décrit une crosse, qui est l'aorte. Et quand on bascule, on voit la communication interventriculaire, qui cette fois-ci est large, sur laquelle il n'y a pas d'aliasion. Voilà à nouveau dans une autre vue, donc qui ressemble plus à une sorte de pseudo grand axe. Ce n'est pas toujours facile de faire les coupes conventionnelles.
On voit ici le ventricule principal. Et puis là, il y a une communication interventriculaire sur laquelle vous voyez qu'il y a de l'aliasing, une accélération forte. Et puis après, au-delà, il y a un vaisseau qui semble décrire une crosse, qui est une aorte. Il y a un type de cardiopathie qui parfois est surprenant quand on l'examine, c'est ce qu'on appelle le criss-cross. Et donc, chez ces patients-là, on a du mal à voir les deux valves atrioventriculaires dans le même plan. Et donc, vous vous souvenez que quand on regardait le ventricule unique à double entrée, on voyait les deux valves s'ouvrir dans le même plan. Et là, on les voit dans un plan perpendiculaire. Si vous regardez d'abord l'image de droite, vous voyez une valve qui s'ouvre comme vous pouvez le voir dans une coupe 4 cavités. Et vous êtes surpris de voir que l'autre valve ressemble à un petit axe. Autrement dit, vous avez une sorte de combinaison de grand axe et de petit axe. Et donc, ça, c'est lié à l'aspect de superposition des ventricules qu'on voit assez souvent dans les cardiopathies univentriculaires, quel que soit le type de boucle, et qui peut être un petit peu piégeant pour les décrire. Si vous regardez maintenant l'image de gauche, vous allez voir qu'il y a une valve postérieure, on attend un petit peu, la voilà, vers un ventricule qui est situé en arrière. Et puis, quand on bascule, on va voir l'autre valve donc, qui croise la première comme un X, une par là et une par là. Donc, on appelle ça le criss-cross. Voilà à nouveau une image de criss-cross. Vous voyez une valve sur le côté et l'autre valve qui se croisent. Parfois, on peut se demander si ce n'est pas la même. Hein. Mais en fait, ce n'est pas la même. Hein. On change de plan. Une valve, l'autre valve. Et donc, ce criss-cross, bien sûr, dans la plupart des cas, ne peut pas être réparé à deux ventricules. Donc, voilà les variations anatomiques, des variations de l'entrée, des variations de taille des ventricules, des variations de morphologie de la voie d'éjection que je vous ai montrées, mais qui peuvent être déclinées de façon beaucoup plus longue. Et donc, dans ces cardiopathies univentriculaires, physiologiquement ou anatomiquement univentriculaires, on va avoir un programme qui va les conduire à avoir une dérivation cavo-pulmonaire totale. La dérivation cavo-pulmonaire totale, vous avez sur cette diapositive les trois exemples au cours du temps de la technique chirurgicale. La première, il y a 50 ans ou plus, qui est la dérivation atrio-pulmonaire, où on branchait l'auricule droite sur l'artère pulmonaire, puis on faisait une dérivation cavo-pulmonaire supérieure ici. Les dérivations cavo-pulmonaires totales avec un tuyau à l'intérieur du cœur qu'on appelle intracardiaque, et puis les dérivations cavo-pulmonaires qu'on fait aujourd'hui quasiment tout le temps et partout avec un conduit extracardiaque, un tube extracardiaque. Donc une anastomose supérieure dans un premier temps, puis la dérivation totale avec un conduit extracardiaque. Donc c'est ça l'objectif. Et cette situation, on va voir à quoi elle correspond sur le plan physiologique, mais elle va faire que le ventricule unique, soit anatomique, soit fonctionnel, va être utilisé pour perfuser l'aorte et qu'il n'y aura plus de circulation pulsée du côté droit. Dans le schéma du fonctionnement du cœur, quand on regarde le schéma de gauche, on voit que les ventricules vont devoir assurer la pression aortique, et donc l'hypertension artérielle est une cause fréquente d'insuffisance cardiaque, parce que ça augmente la pose de charge. On va devoir se remplir après avoir traversé les résistances vasculaires pulmonaires. Et donc, pour pouvoir se remplir correctement, il faut que la pression dans l'oreillette gauche ne soit pas trop élevée et que la pression télédiastolique du ventricule gauche ne soit pas trop élevée. Et donc, une des limitations du remplissage, c'est toutes les pathologies diastoliques du ventricule gauche, donc l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, la sténose mitrale, par exemple. Et puis, le ventricule droit, lui, doit franchir, et je ne l'ai pas marqué ici, les résistances vasculaires pulmonaires. Donc, l'hypertension pulmonaire est une situation, une cause d'insuffisance cardiaque. Dans la circulation de type Fontan, le ventricule unique va devoir assurer la pression aortique, puis ensuite, ça va traverser le système capillaire et ça va se poursuivre au travers des résistances vasculaires pulmonaires, qui sont donc un des problèmes majeurs à gérer et à préserver. Il faut qu'elles se restent très, très basses pour ne pas ajouter une charge considérable au travail du ventricule unique qui va devoir traverser ce qui est normal, c'est-à-dire la circulation systémique, puis en ayant poussé, il n'y a plus de moteur après, traverser la circulation pulmonaire avant de revenir de se remplir, on va dire de se remplir lui-même au travers de tout ça, puisqu'il ne sera pas aidé par
le moteur ventriculaire droit. Et donc, il faut que ces capacités diastoliques restent également bonnes au cours de la prise en charge du patient. Donc, préserver la fonction systolique, préserver des résistances vasculaires pulmonaires basses, préserver la fonction diastolique du ventricule. Donc, les objectifs des traitements des ventricules uniques peuvent être résumés sur cette diapositive. Protéger la circulation pulmonaire, il faut que les résistances restent basses. Donc, si la pression est élevée, il faut qu'elle devienne plus basse. Donc, souvent, on fait un cerclage. Il ne faut pas qu'il y ait d'hypertension pulmonaire post-capillaire. Donc, s'il y a une communication interventriculaire restrictive avec une atrésie mitrale, il faut ouvrir la communication interauriculaire pour que la pression baisse dans l'oreillette gauche. Il faut bien sûr réparer les RVPA bloqués. Il ne faut pas qu'il y ait trop de débit dans les poumons, parce que vous vous souvenez que l'hyperdébit dans les poumons va les abîmer et faire évoluer vers l'hypertension artérielle pulmonaire fixée. Donc, il faut calibrer le débit pulmonaire pour que l'enfant ne soit pas trop cyanosé, mais qu'il n'y ait pas non plus trop de débit. Il faut préserver la fonction du ventricule unique et des valves atrioventriculaires en faisant en sorte que la post-charge soit normale. Donc, il faut supprimer tous les obstacles à l'éjection gauche ou à l'éjection du ventricule unique. Et il faut limiter la surcharge diastolique justement en calibrant le débit pulmonaire, comme je l'ai déjà dit, pour la préservation des résistances vasculaires pulmonaires basses. Il faut essayer de préserver le myocarde du ventricule unique en évitant d'agresser le cœur, de pérer les enfants en arrêtant le cœur et en clampant l'aorte de façon inutile. Et puis, il faut faire attention à ce que les artères pulmonaires ne soient pas abîmées par des anastomoses de Blalock, par des cerclages mal faits, que les veines soient bouchées en mettant inutilement des cathéters dedans, etc. Et puis, il faut limiter l'ouverture du cœur pour éviter les troubles du rythme tardif. Donc, c'est un vrai programme et c'est une attention de chaque instant. Il faut être extrêmement vigilant dans la prise en charge de ces patients pour justement éviter des complications qui peuvent avoir un impact majeur et très délétère sur le long terme, voire conduire à une interruption complète du programme univentriculaire parce qu'on aura, par exemple, bouché une artère pulmonaire ou bouché une veine cave qu'on devrait anastomoser sur l'artère pulmonaire pour faire fonctionner le circuit. Donc, il faut être très prudent, très vigilant et très précis dans la prise en charge. Et donc, ça doit être fait, bien sûr, dans des centres experts exclusivement. Donc, il y a eu à une époque les 10 commandements. Hein. Donc, les gens se prenaient pour ceux qui écrivaient la Bible. C'était assez marrant. Donc, bien sûr, ils sont plus valides aujourd'hui. Et on peut les résumer en disant il faut des bonnes artères pulmonaires, on va dire de bonne taille, sans déformation anatomique inaccessible à un traitement, avec des résistances artériolaires basses et un gradient transpulmonaire bas, et un bon ventricule à la fois en termes de contraction, de compétence de la valve atrioventriculaire et de fonction diastolique. Certains disent qu'il y a des formes plus péjoratives de cardiopathie univentriculaire que d'autres, en particulier qu'il vaut mieux avoir une atrésie tricuspide et qu'il reste le ventricule gauche parce que c'est le bon ventricule, plutôt qu'une atrésie mitrale dans laquelle il reste le ventricule droit qui est le mauvais ventricule. En fait, ceci est probablement vrai quand on maintient dans le groupe d'analyse les hypoplasies du cœur gauche. Quand vous avez une hypoplasie du cœur gauche, il reste le ventricule droit et le pronostic de l'hypoplasie du cœur gauche reste très médiocre partout dans le monde. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que ça fait basculer les choses du côté du ventricule gauche en disant que le ventricule gauche est le bon ventricule. Mais si on enlève l'hypoplasie du cœur gauche, ce n'est pas vrai. Et donc, ça va être la même chose pour mitral versus tricuspide versus valve AV unique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas de différence fondamentale à partir du moment où les patients ont atteint le stade de dérivation cavo-pulmonaire totale. Les facteurs de moins bon pronostic sont effectivement la présence d'obstacles aortiques, la nécessité d'avoir à faire un cerclage de l'artère pulmonaire, donc l'absence de protection pulmonaire initiale, les anomalies anatomiques des artères pulmonaires, s'il faut les reconstruire avant de faire la dérivation, c'est mauvais, et la présence d'un foramen ovale restrictif ou d'un retour veineux pulmonaire anormal total bloqué. Donc, tous les patients vont rentrer dans le programme, mais bien sûr, le début du programme va être différent en fonction de la physiologie initiale. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez vu ça dans tous les cours qu'on vous a fait ou qu'on vous fera. Les situations sont très stéréotypées dans notre spécialité. Si la circulation pulmonaire est ductodépendante,
Donc, à ce moment-là, ben, on met de la prostaglandine et puis après, il va falloir mettre du sang dans les poumons d'une façon ou d'une autre, et le plus souvent par une anastomose de Blalock ou un stenting du canal artériel. Si la circulation systémique est ductodépendante, on va être dans une physiologie qui peut être celle, par exemple, de l'hypoplasie du cœur gauche. Et dans ce cas-là, on va mettre de la prostaglandine et après, on va rentrer dans un programme qu'on appelle le programme de Norwood, qui va consister à reconstruire une nouvelle aorte à partir de l'artère pulmonaire et de vasculariser les artères pulmonaires le plus souvent à partir d'une anastomose de Blalock. Et s'il y a de l'hypertension pulmonaire, eh bien, il va falloir faire un cerclage précoce pour préserver la circulation pulmonaire, comme je viens de vous le dire. Donc, tout ça, c'est très stéréotypé. On ne peut pas rentrer dans les détails parce que chaque cardiopathie va être différente. Donc, si on prend à nouveau ici l'atrésie tricuspide, avec une communication interventriculaire qui est toute petite, et d'ailleurs, il n'y a pas de passage dans les deux sens, il y a un passage que vers l'artère pulmonaire, mais on comprend bien que cette CIV restrictive va conduire à une sténose pulmonaire, qui est sous-pulmonaire ici, et peut éventuellement être responsable d'une ductodépendance de la perfusion pulmonaire. Atrésie tricuspide avec sténose pulmonaire très serrée chez un patient très bleu en période néonatale, on va mettre de la prostaglandine, puis après on fera un Blalock. Ça, c'est standard. Si on prend l'hypoplasie du cœur gauche, eh bien ici, on comprend bien que si on a une quasi-atrésie mitrale et une atrésie aortique, eh bien l'aorte va être vascularisée de façon rétrograde à partir du canal artériel. Il ne faut pas que le canal artériel se ferme. Donc, on va devoir mettre de la prostaglandine au début, et puis ensuite, on va devoir perfuser de la même façon que sur ce schéma. Par exemple, c'est ça qui conduit aux techniques hybrides, mettre un stent dans le canal artériel et protéger les poumons en cerclant chacune des artères pulmonaires. Et puis, on peut faire toutes les variétés d'opérations de Norwood qui ont été décrites. Donc voilà, ici, l'opération de Norwood, où on va reconstruire une néo-aorte à partir du culot pulmonaire. Et puis, les artères pulmonaires étant dans le vide, puisqu'on a coupé au-dessus du tronc d'artère pulmonaire, eh bien, on les vascularise par un Blalock. En fait, on a transformé le patient en atrésie pulmonaire avec vaisseau transposé. Et voilà la technique hybride pour le Norwood. Donc, on met un stent dans le canal artériel et on cercle les deux artères pulmonaires, versus la technique chirurgicale que je viens de vous décrire. Donc, voilà un exemple d'un patient du service qu'on a traité de façon hybride. On voit ici donc la toute petite aorte. Je vous ai déjà montré ces images-là à d'autres occasions avec les artères coronaires. Et puis ici, on a stenté, donc il y a l'écarteur chirurgical, parce que c'est en hybride. On pique le tronc d'artère pulmonaire et puis on met un stent dans le canal artériel. Et vous voyez de façon rétrograde la petite aorte jusqu'aux artères coronaires. Et voilà, quand on injecte après, on voit la toute petite aorte et puis le stent dans le canal. Donc, la période néonatale, ça dépend bien sûr de la physiologie et des variations anatomiques. Et donc, on va dire que c'est standard. Et c'est la même chose que pour toutes les autres cardiopathies. Après, on va passer à la deuxième étape, qui est la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Pour ça, il faut vérifier par différentes techniques, soit de l'imagerie non invasive, IRM, scanner, soit du cathétérisme, l'intégrité des veines qu'on va connecter. Et ici, vous voyez une injection dans le tronc vénoïde nominé qui identifie la veine cave supérieure située à droite comme étant unique et qui arrive dans l'oreillette droite. Et puis, on va vérifier l'anatomie des artères pulmonaires, là injectée ici à partir d'une anastomose de Blalock. Et donc là, on voit que les artères pulmonaires sont de beau calibre, la veine est normale. Et si le régime de pression est bon, c'est-à-dire que la pression est basse dans l'artère pulmonaire et basse dans l'oreillette gauche ou dans le ventricule unique, eh bien, on va pouvoir faire la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Voilà, par exemple, un des problèmes qu'on peut identifier. On a fait une anastomose de Blalock et celle-ci a déformé en nœud papillon la bifurcation pulmonaire. Et donc, il va falloir faire la dérivation cavo-pulmonaire partielle si la pression est basse et que les veines sont d'anatomie normale, mais il va falloir demander aussi au chirurgien dans le même temps de réparer la bifurcation pulmonaire. Donc, tous ces détails vont bien sûr augmenter le risque opératoire et le risque aussi à plus long terme. Donc ça, c'est un schéma pour vous montrer et vous donner un nom qu'on n'utilise plus. Il y a eu une époque où la dérivation cavo-pulmonaire partielle se faisait de façon termino-terminale, c'est-à-dire qu'on coupait l'artère pulmonaire droite
et on branchait la veine cave supérieure de façon terminale sur la plaie droite et elle était déconnectée de l'artère pulmonaire gauche. On appelle ça l'opération de Glenn, parce que c'était lui qui l'avait inventé. Et aujourd'hui, on ne le fait plus du tout parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui sont très désuets dans lesquels je ne rentre pas parce que ça ne se fait plus. Et on fait une dérivation cavo-pulmonaire qui est terminaux-latérale. Et donc, en théorie, ça va perfuser les deux artères. Donc là, sur le schéma, on a mis un cerclage ici. Dans certaines situations, on peut être amené à faire ça. Mais théoriquement, c'est une dérivation cavo-bipulmonaire qui va vasculariser les deux poumons. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on coupe la veine cave supérieure. Ici, il y avait une anastomose de Blalock, donc ils l'ont coupé. Et puis ensuite, on fait cette anastomose et on lit la zygose, parce que si on ne lit pas la zygose, comme sur ce schéma, eh bien, le sang va avoir tendance à descendre par la zygose pour aller vers la veine cave inférieure, parce que le régime de pression il sera plus favorable. Voilà à quoi ça ressemble en échographie. On voit le tronc veineux innominé ici, la veine cave supérieure, l'aorte horizontale ici, l'anastomose large sur l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire droite ici. Voilà la dérivation cavo-bipulmonaire partielle. Voilà ici sur le schéma, on a le carrefour de Pirogoff, la veine cave supérieure, l'anastomose cavo-pulmonaire, les deux branches pulmonaires. Chez ce patient, on a laissé une anastomose de Blalock sur ce côté-là. Une fois qu'on a fait la dérivation cavo-pulmonaire, le plus souvent au cours de la première année, la dérivation partielle, excusez-moi, au cours de la première année, eh bien, on espère que les choses vont grandir correctement, que la fonction du ventricule va être préservée, que toutes les caractéristiques que je vous ai données vont être préservées et qu'on va pouvoir aller vers la dérivation cavo-pulmonaire totale entre l'âge de 3 et 6 ans le plus souvent quand on est dans un programme systématique. Et avant cette dérivation, on va à nouveau vérifier que la situation est favorable à la fois sur le plan hémodynamique et sur le plan anatomique. Et là, je vous montre les choses. Vous voyez qu'on injecte dans la veine cave supérieure, on voit l'anastomose cavo-pulmonaire partielle qui est très bien vers l'artère pulmonaire droite, très beau calibre, on voit tout le poumon droit. Et puis, il y a une toute petite artère pulmonaire gauche, probablement en grande partie écrasée par la néo-aorte qu'on construit dans l'opération de Norwood chez ces patients qui ont une hypoplasie du cœur gauche. Bien évidemment, les conditions sont défavorables pour faire une dérivation cavo-pulmonaire totale dans un premier temps. Et donc, chez ce patient, le traitement a consisté à mettre une anastomose de Blalock en plus de la dérivation cavo-pulmonaire. Le plus souvent, on cercle ici pour éviter de gêner le flux de la cavo-pulmonaire et on essaye de faire grandir l'artère pulmonaire gauche. Ça a bien marché, mais vous voyez qu'on a ajouté une opération et on va devoir plastifier la bifurcation au moment de la dérivation cavo-pulmonaire totale. Donc, quand on annonce aux parents que le programme des cardiopathies univentriculaires, c'est le plus souvent 3 opérations, une opération néonatale dépendant de la physiologie initiale, puis la dérivation cavo-pulmonaire partielle, puis la dérivation cavo-pulmonaire totale. Dans de très nombreuses situations, on ment en disant cela et le nombre d'opérations est plus important. Et donc, une fois qu'on a eu ce résultat avec une bonne croissance de l'artère pulmonaire gauche, eh bien, on a construit la dérivation cavo-pulmonaire totale. Et vous voyez donc la cavo-pulmonaire supérieure et puis ici le tube extracardiaque qu'on a branché sur la bifurcation qui a été élargie. De temps en temps, on peut trouver d'autres anomalies que les asymétries des branches pulmonaires avant la dérivation cavo-pulmonaire totale. Par exemple, la présence d'anastomose artérielle ou veineuse. Donc ici, on voit des anastomoses artérielles à partir de la mammaire et elles peuvent être gênantes pour le fonctionnement ultérieur de la dérivation cavo-pulmonaire, mais surtout pour le chirurgien au bloc opératoire qui peut avoir beaucoup de sang qui revient dans le champ opératoire par ces anastomoses artérielles ou veineuses et on peut avoir à les fermer. Donc, c'est ce qu'on a fait chez le patient précédent. On peut aussi avoir le développement d'anastomose veineuse. Là, on injecte dans le montage cavo-pulmonaire et si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une sorte de veine descendante qu'on pourrait appeler veine cave supérieure gauche. En fait, c'est surtout une anastomose véno-veineuse et qui va se jeter dans le cœur.
Et donc, quand on va faire la dérivation totale, on peut se dire, ben, c'est simple, on va couper ça, et puis après, tout va aller dans l'artère pulmonaire. Mais le fait que l'anastomose se développe, ça signifie aussi que le sang ne coule pas très bien dans les artères pulmonaires. On voit d'ailleurs chez ce patient qu'elles sont relativement petites, donc le montage est plutôt dysfonctionnant. Pourtant, on a fermé cette anastomose véno-veineuse chez ce patient et l'évolution a été plutôt favorable et il a pu avoir ultérieurement la dérivation cavo-pulmonaire totale. On peut voir se développer aussi dans les dérivations cavo-pulmonaires partielles des fistules artério-veineuses du poumon. C'est ce que je vous montre ici. Donc, on injecte et vous voyez cet aspect floconneux de la vascularisation pulmonaire qui est lié au développement de milliers de fistules artério-veineuses qui vont bien sûr donner de la cyanose majorée chez le patient et dont l'évolution, une fois qu'on a complété la dérivation cavo-pulmonaire totale, est incertaine. Ce n'est pas sûr que ça régresse complètement. Il y a d'autres techniques pour faire le diagnostic, l'écho avec des bulles, l'injection de bulles pendant le cathétérisme ou des techniques scintigraphiques permettant de regarder si le poumon est capable ou non de piéger des billes d'albumine marquées. Donc, si le poumon les piège, ça veut dire qu'il n'y a pas de fistule. Et si elles passent librement et se retrouvent dans le crâne, ça veut dire qu'il y a des fistules. Donc, s'il n'y a pas de contre-indication, pas de déformation des branches pulmonaires, une fois qu'on a réglé le problème des différentes collatérales, artérielles, éventuellement veineuses gênantes, qu'on a éliminé des fistules artério-veineuses du poumon, on peut faire la dérivation cavo-pulmonaire totale, donc construire la circulation définitive dite de Fontan. Et donc, je vous ai mis la photo de M. Francis Fontan, qui a inventé cette technique chirurgicale à Bordeaux au siècle dernier. Et donc, bien sûr, les modifications que je vous ai montrées. Et donc, voilà à nouveau un schéma en image fixe, mais je vous ai déjà montré une dérivation cavo-pulmonaire totale. On met un tube sur la veine cave inférieure ou la réunion de la veine cave inférieure et des veines sus-hépatiques. Et puis, on branche ce tube en haut dans l'artère pulmonaire et qui recevait déjà la dérivation cavo-pulmonaire partielle. On fait quasiment toujours des dérivations cavo-pulmonaires séquentielles dans notre pratique. On ne fait quasiment jamais de dérivation cavo-pulmonaire totale d'emblée chez les enfants. Très souvent, on laisse dans la dérivation cavo-pulmonaire ce qu'on appelle une fenestration. Donc, c'est ce petit tuyau que je vous montre avec ma flèche qui fait communiquer le montage cavo-pulmonaire avec l'ancienne oreillette située du côté droit, située du côté du tube. Et c'est ce que vous voyez ici. En fait, on laisse une petite soupape qui va bien sûr être responsable d'un champ de droite-gauche, c'est-à-dire qu'il y aura un peu de cyanose résiduelle liée à cette soupape, mais qui permet de laisser un peu de temps, en tout cas c'est théorique, à la circulation pulmonaire, de s'habituer à recevoir l'ensemble du débit cardiaque, ce qui n'était pas le cas quand les poumons ne recevaient que la dérivation cavo-pulmonaire supérieure. Donc, l'idée, c'est de laisser un petit peu de temps et puis, quand le temps a passé et que la circulation fonctionne correctement, pour beaucoup d'équipes, de fermer cette fenestration qui est donc responsable de cyanose, mais qui peut aussi conduire à un risque d'embolie paradoxale chez des patients qui ne seraient pas correctement anticoagulés. On va discuter de ce problème de l'anticoagulation. Cependant, certaines équipes considèrent que la présence d'une fenestration, c'est-à-dire d'un petit passage, n'est pas si mauvais que ça, parce que ça constitue une soupape aussi dite de sécurité, c'est-à-dire que c'est représenté ici sur le schéma de la circulation Fontan que je vous ai déjà montré. Vous voyez que quand on met une fenestration, on va court-circuiter la circulation pulmonaire et continuer à remplir le ventricule unique, dont le remplissage peut être altéré s'il y a de la résistance au passage au travers de la circulation pulmonaire. Donc, il y a à la fois, et comme dans beaucoup de situations de cardiopathie univentriculaire, du bon et du mauvais pour tout ce que je viens de dire, en particulier pour les fistules véno-veineuses, les fistules artérielles, pour les collatérales artérielles, ou pour le maintien ou la fermeture systématique de la fenêtre. Et on pourrait en discuter pendant longtemps et en débattre, je pense, sans arriver à une conclusion ferme. Donc, je vous montre cette image juste pour vous montrer comment on va fermer une fenestration. Et donc là, c'est un geste qui a été fait
avec une prothèse qui est une prothèse de communication interauriculaire, où on applique le disque du côté, on va dire, de l'oreillette du patient. Et puis ensuite, on va déployer le deuxième disque à l'intérieur du tube et fermer comme ça complètement la fenêtre. On peut aussi la fermer, c'est la technique que nous utilisons le plus, qui évite de cathétériser la fenestration, éventuellement de mobiliser des thrombus qui pourraient être à l'intérieur. On repère cette fenestration, vous voyez qu'on injecte dans le tube extracardiaque et on voit ce petit passage vers l'oreillette et le ventricule unique. Et puis, on couvre à l'intérieur du tube, qui est un tube en Gore-Tex, on couvre avec un stent couvert, ce qui permet d'occlure complètement la fenêtre. Donc ça, chacun fait ce qu'il veut. Après la dérivation cavo-pulmonaire totale, on peut à nouveau voir se développer des fistules véno-veineuses, parce que je vous rappelle qu'en toute logique, la pression dans le montage cavo-pulmonaire totale est un peu plus importante que la pression qui règne dans l'oreillette gauche. Et donc là, vous voyez, chez ce patient qui a une dérivation cavo-pulmonaire totale, on est allé par le bas dans le montage, on a franchi probablement un bout d'artère pulmonaire droite, puis ensuite dans le tronc veineux innominé, et on injecte ici, chez ce patient chez qui une cyanose était réapparue après une dérivation cavo-pulmonaire totale, on injecte une veine en position de veine cave supérieure gauche qui va jusqu'au sinus coronaire. Bon, ben, on l'a fermé ici pour éviter qu'il y ait ce shunt droite-gauche qui produisait de la cyanose chez ce patient. Parfois, c'est plus difficile d'accès. Et je vous montre ici, chez ce patient qui a une dérivation cavo-pulmonaire totale, on voit bien le flux ralenti dans la circulation de type Fontan. Et on voit qu'il y a une fistule qui s'est développée à partir d'une veine sus-hépatique et qui revient dans l'oreillette gauche. Donc, on l'a fermée aussi avec un dispositif. Mais vous voyez qu'il y a un peu de shunt résiduel. On espère que ça va se tarir. Voilà. Et donc, on peut voir aussi apparaître, après les dérivations cavo-pulmonaires totales, à nouveau des fistules artérioveineuses, comme chez ce patient. Comment est-ce qu'on va suivre ces patients et à quels risques est-ce qu'ils sont exposés? Eh bien, les risques sont marqués ici. Donc, ça, c'est un papier qui est assez ancien, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de modifications en termes de causes de mortalité chez les patients qui ont une circulation Fontan. En noir, ce sont les arythmies. Et vous voyez que les arythmies sont précoces, c'est-à-dire qu'on comprend bien que des patients qui ont une cardiopathie univentriculaire peuvent avoir besoin de leur systole atriale pour remplir de façon efficace leur ventricule unique, le précharger correctement et faire en sorte que le montage marche bien. Et que s'ils ont des troubles du rythme qui suppriment la systole atriale, ils puissent être en péril sur le plan hémodynamique, surtout si c'est de façon chronique. On comprend aussi que en ayant des troubles du rythme soutenus fréquents, ils puissent avoir développé ce qu'on appelle une cardiomyopathie rythmique, qui est une complication dramatique et dont on n'est pas sûr qu'elle récupère dans les cardiopathies univentriculaires, contrairement aux nourrissons et aux nouveau-nés chez qui ça arrive souvent et qui récupèrent le plus souvent très vite. Donc, les troubles du rythme, c'est une complication précoce et une cause de décès ou de transplantation de cette population qui n'est pas négligeable dans les premières années après la dérivation totale. Les courbes suivantes montrent l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire le plus souvent par dysfonctionnement du ventricule unique ou fuite de la ou des valves atrioventriculaires. Et donc, cette insuffisance cardiaque, c'est une insuffisance cardiaque qui peut avoir les mécanismes classiques que je viens de dire, mais qui peut être aussi une insuffisance cardiaque un petit peu différente par augmentation de la pression dans le secteur droit, avec des signes d'insuffisance cardiaque droite, de l'acide, des complications hépatiques, etc. Je les évoquerai brièvement vers la fin de ce cours. On peut avoir des complications thromboemboliques qu'on peut essayer de prévenir par l'anticoagulation. Je vais vous dire brièvement ce qu'on en pense. Et puis, on peut avoir des complications lymphatiques comme l'entéropathie exudative, PLE, Protein Losing Enteropathie en anglais, et des moules bronchiques, donc ce qu'on appelle la bronchite plastique en français, c'est-à-dire de la lymphe qui coagule au contact de l'air dans les bronches. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les goulots d'étranglement de la circulation biventriculaire sont bien sûr d'assurer la pression artérielle, donc les obstacles gauche et l'hypertension artérielle posent problème, les résistances vasculaires pulmonaires
c'est quelque chose qui est important et qui va conditionner l'évolution et la fonction du ventricule droit, et puis les pressions de remplissage du ventricule gauche. Dans la circulation fondant, c'est la circulation pulmonaire et aussi les pressions de remplissage du ventricule gauche. On est quand même embêté dans les cardiopathies univentriculaires par l'idée qu'il y a une sorte de cercle vicieux physiologique qui va inéluctablement conduire à la défaillance du système, ce qu'on appelle le failing fontan. En effet, quand on prend en charge ces patients, ce qu'on va faire au fur et à mesure du temps, depuis la période néonatale, c'est le plus souvent de réduire le remplissage du ventricule unique, c'est un ventricule qui est initialement surchargé en diastole. Dans la plupart des cas, si vous imaginez que c'est une cardiopathie qui fonctionne à 100 mélangés et que vous avez 85% de saturation, ça veut dire que le ventricule unique assure un QP sur QS à 2 sur 1, et comme il est tout seul comme ventricule, il fait donc 3 débits cardiaques, d'accord, puisqu'il va faire le 2 débits dans les poumons plus le débit dans la aorte. Donc, si QP sur QS égale 2 sur 1, le ventricule unique va assurer 3 débits cardiaques. Et au fur et à mesure que vous allez construire la dérivation cavo-pulmonaire pour arriver à la dérivation totale, vous allez faire que le ventricule unique va assurer un débit cardiaque dans l'aorte, donc un QS. Et donc, on va bien sûr supprimer cette précharge du ventricule. Donc, ce ventricule, initialement, va être dilaté pour assurer ces 3 débits. Et donc, comme il est dilaté, il va être aussi hypertrophié, ce qui est normal. Ça correspond aux lois physiologiques de réponse à la contrainte en volume. Et finalement, une fois qu'on a fait la dérivation totale, il va être fortement dépréchargé. Et donc, cette réduction de la précharge va aboutir à une vasoconstriction. Et donc, cette vasoconstriction est physiologique aussi quand on déprécharge. Et donc, à une augmentation de la post-charge de ce ventricule qui assure maintenant uniquement un seul débit. Et cette diminution de la précharge et cette augmentation de la post-charge va conduire progressivement à une altération des fonctions systoliques et diastoliques et à du remodelage du ventricule qui va augmenter ses pressions de remplissage, donc la pression dans l'oreillette systémique ou dans l'oreillette gauche, si vous préférez. Et le fait d'augmenter ces pressions de remplissage, si vous vous souvenez du schéma précédent, eh bien, va aggraver le défaut de remplissage du ventricule en diastole et va conduire, entre guillemets, à ce qu'on pourrait appeler de l'insuffisance cardiaque, fonction systolique préservée au moins au début, donc l'insuffisance cardiaque diastolique. Et cette augmentation des pressions dans l'oreillette systémique va diminuer le débit transpulmonaire, va augmenter le travail du cœur, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul ventricule, et finalement aboutir à une diminution du débit cardiaque et à la situation de failing fontan, donc d'insuffisance cardiaque avérée, alors qu'éventuellement il n'y a que peu ou pas de dysfonction systolique du ventricule. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la physiologie de l'insuffisance cardiaque dans les cardiopathies univentriculaires, ce n'est pas que de la dysfonction contractile du ventricule unique. Il y a cet aspect diastolique que je vous ai donné, l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires qui peut conduire à un dysfonctionnement du montage dans lequel il n'y a pas de moteur, à favoriser les thromboses par ralentissement circulatoire, donc le prothrombotic status, et puis à augmenter les pressions veineuses et donc les pressions lymphatiques et conduire aux complications lymphatiques que sont l'entéropathie exudative avec une perte d'albumine dans les selles et les moules bronchiques ou bronchites plastiques dans lesquelles la lymphe coule dans l'appareil respiratoire. Donc, pour optimiser ce montage, on a déjà discuté de tout le début, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit parfait, et je n'y reviens pas, ça c'est de la plomberie, des problèmes anatomiques. Pour prévenir ou pour traiter les situations de défaillance du montage fontan, je vais juste évoquer avec vous l'utilisation de certains médicaments. Les premiers, c'est ceux qui pourraient agir sur les résistances vasculaires pulmonaires. Vous avez vu que c'était un problème central. Et donc, en agissant sur la résistance vasculaire pulmonaire, en les faisant baisser avec des médicaments qu'on utilise dans l'HTAP idiopathique ou irritable, est-ce qu'on améliore les patients? Et on va voir qu'on les améliore peu. Est-ce qu'il faut donner des traitements anticoagulants pour éviter qu'il y ait des caillots qui se forment, soit dans le montage veineux lui-même,
soit des thromboses des petites artères pulmonaires in situ dans lesquelles le débit n'est pas pulsé et qui, à ce moment-là, bien sûr, font rentrer le patient dans un cercle vicieux d'augmentation des résistances par thrombose in situ. Et est-ce qu'on a des médicaments qui peuvent aider la fonction d'aspiration ou la fonction diastolique du ventricule unique, c'est-à-dire des médicaments qu'on appelle lusitropes. Et donc, l'objectif de tout ça étant d'éviter d'avoir ce que j'ai dit longuement avec mon schéma en cercle, d'avoir la situation de Fehling-Fontan où on va avoir une augmentation des pressions de remplissage du ventricule unique qui va retentir bien sûr sur la pression pulmonaire, qui va retentir sur la pression veineuse et qui va aboutir à une diminution du débit cardiaque ou alors pour maintenir le débit cardiaque, il faut baisser la pression artérielle. Donc tout ça, c'est bien sûr ce qu'on veut éviter. Et donc, pour éviter tout ça, si on regarde les traitements classiques de l'insuffisance cardiaque, eh bien, il faudrait donner des diurétiques pour diminuer la congestion droite. Mais si vous donnez des diurétiques, eh bien, vous allez diminuer la précharge du ventricule et ce n'est pas certain que ça soit totalement bénéfique. En tout cas, ça n'a pas été montré comme étant bénéfique. Donner des inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour diminuer la post-charge, c'est tout à fait possible de le faire, mais ces patients ont généralement une post-charge qui est peu augmentée, en dehors éventuellement de la période tout à fait post-construction de la DCPT. Et les bêta-bloquants pourraient avoir un intérêt en augmentant la longueur de la diastole et favoriser un peu le remplissage du ventricule unique. Donc, en gros, peut-être qu'il faut donner des bêta-bloquants, des médicaments qui ralentissent un peu la fréquence. Et j'ai mis en violet ce qui pourrait être plus bénéfique, par exemple, de dilater les vaisseaux, les artérioles pulmonaires avec des médicaments de l'hypertension pulmonaire. Ça a été essayé avec une efficacité modeste, mais dans certains essais convaincante. Faire de l'exercice, ça on sait que c'est quelque chose qui est très important chez ces patients pour maintenir le remplissage du ventricule unique. Et donc, les programmes de rééducation doivent être encouragés. Et puis, les médicaments lusitropes, ça serait bien qu'on en ait. Et des stimulateurs de la guanylate cyclase pourraient être intéressants, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de démonstration formelle de leur efficacité. Je vous montre juste à quoi ça correspond. Donc, c'est la voie que vous connaissez de la guanylate cyclase soluble, qui est la même voie que celle du sildenafil, mais en utilisant un autre mécanisme d'action que l'inhibition de la dégradation par la phosphodiesterase de type 5. Et donc, on peut utiliser ces médicaments, c'est les médicaments du type vericiguat, par exemple. Et on peut aussi utiliser les médicaments de type inhibiteur de la néprilisine. Donc, ça, je vais passer rapidement, parce que je viens de le dire. Maintenant, l'anticoagulation, vous voyez ici une dérivation atriopulmonaire. Donc, c'est un vieux patient qui a eu ça il y a très longtemps. Et vous voyez ici le contraste spontané, qui est avec ce sludge, une sorte de purée à l'intérieur de l'oreillette. Et puis, bien sûr, la complication, c'est la thrombose dans le montage, ici, à nouveau, d'un montage de type atriopulmonaire. Donc, bien sûr, ça, c'est une complication gravissime. Donc, ce qu'on peut voir aussi, ici, c'est un patient qui avait eu un tube extracardiaque chez nous dans une situation difficile, avec beaucoup de contre-indications relatives. Et finalement, on l'a fait. Et vous voyez qu'en post-opératoire, il y a un gros caillot dans tout le tube extracardiaque. C'est bien sûr mal terminé. Ce qu'on sait, c'est que le risque de ne pas donner de traitement agissant sur l'hémostase, que ce soit des antiagrégants ou des anticoagulants de type antivitamine K, augmente le risque d'événements thrombotiques par plus de 90 dans la circulation Fontan. Donc, il faut donner quelque chose, soit de l'aspirine, soit de la warfarine. Il y a eu des tentatives de comparaison de warfarine et aspirine qui n'ont pas été totalement convaincantes. Et donc, ça, c'était à partir d'études de la vraie vie. Il y a eu un essai thérapeutique qui a tenté de comparer aspirine et warfarine et qui n'a pas montré de différence significative en termes d'événements thromboemboliques à 2 ans. Mais les auteurs se sont demandé pourquoi, puisqu'on a tous appris dans nos études de médecine que c'était plus logique d'avoir des anticoagulants s'il s'agissait d'un problème veineux que des antiagrégants qui étaient plus destinés au domaine artériel de la prévention de thrombose. Et en fait, pour faire simple,
les patients qui prenaient de la warfarine et dans cette étude, pour un certain nombre d'entre eux, avaient une observance qui était extrêmement mauvaise. Et si on ne gardait que les patients qui étaient très observants avec un INR dans la zone thérapeutique, on observait en toute logique une différence avec moins d'événements thrombotiques chez les patients sous AVK que chez les patients sous aspirine seuls. Donc aujourd'hui, c'est un critère de choix pour nous, en tout cas dans mon service, c'est une façon de faire, c'est-à-dire que quand les patients a priori vont être observants, on leur donne des antivitamines K, et quand ils ne le seront peut-être pas, on donne de l'aspirine. Bien évidemment, on attend tous les résultats d'une étude qui s'est terminée il y a quelque temps sur l'utilisation du rivaroxaban dans ce type de montage. Il y a déjà des études qui ont été des études observationnelles qui ont montré qu'on pourrait peut-être utiliser ce type de médicament plus simple d'emploi et sans contrôle biologique dans cette indication, mais il n'y a pas de recommandation pour l'instant. Les problèmes autres, c'est-à-dire lymphatique et les problèmes hépatiques. Le problème du foie, c'est un vrai problème à long terme chez ces patients. La pression dans le foie est élevée, puisqu'elle n'est pas à 5 mm de mercure, mais plutôt entre 12 et 14. Et ces patients peuvent développer des lésions de fibrose et des lésions de cirrhose du foie, développer des nodules artériels, comme vous pouvez le voir sur cette image, parce que comme la circulation est à la fois veineuse et artérielle dans le foie, si la circulation veineuse ne marche pas bien, la nature fait les choses en remplaçant la circulation veineuse par une circulation artérielle. On peut avoir ces images nodulaires. Et donc, il y a plein de physiologies, de complications, on va dire, hépatiques chez les patients qui ont une circulation fontant. On peut avoir soit des patients qui ont une physiologie d'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et d'augmentation de la pression d'hypertension portale, soit des patients qui vont avoir des physiologies avec une augmentation du débit, un petit peu comme des portopulmonaires. Les complications lymphatiques, on peut perdre de la lymphe dans les bronches et la lymphe qui est au contact de l'air va coaguler, hein, donc sinon elle ne coagule pas. Et donc les patients vont avoir des coagulomes lymphatiques dans les bronches qui peuvent les faire étouffer, leur donner des situations de grande détresse respiratoire. Et quand ils toussent et qu'ils crachent, ils vont expectorer un moulage de l'intérieur de leurs bronches. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les moules bronchiques. Et donc, c'est la lymphe qui a coagulé et quand ils crachent, ils expectorent ces choses-là. Donc là, l'image est jolie. Le plus souvent, c'est des petits morceaux tout blancs. Donc, il faut bien les interroger pour savoir s'ils ont ce type de symptômes parce que ça peut être à minima. Et aujourd'hui, on les explore en faisant des IRM lymphatiques, comme vous pouvez le voir sur ces images, pour voir qu'ici, par exemple, il y a un canal thoracique très tortueux, mais aussi des vaisseaux lymphatiques très anormalement développés dans tout le poumon. Dans le tube digestif, c'est moins bruyant parce qu'on perd de la lymphe, mais on perd surtout des protides, on perd aussi des lymphocytes, donc ils peuvent avoir des problèmes infectieux, et en perdant des protides, ils vont avoir toute la symptomatologie œdémateuse de l'entéropathie exudative. Et donc, on peut confirmer qu'ils perdent des protéines dans le tube digestif par le dosage de l'alpha-antitrypsine et sa clairance, mais aussi tenter de repérer par des explorations d'imagerie lymphatique, soit en IRM, soit en ponction directe des espaces périportaux, éventuellement couplés à des fibroscopies digestives, là où se produit la fuite. Et puis, une fois qu'on a fait le repérage de ces vaisseaux, que ce soit des vaisseaux péribronchiques, vaisseaux lymphatiques péribronchiques, comme ici, ou digestifs, on peut les emboliser. Et donc, c'est ce qu'on fait dans le service. Vous voyez, vous apercevez le patient ici qui est très œdémacié, avec une entéropathie exudative extrêmement sévère, et en pic. Donc, c'est Gert Mahler, qui est un spécialiste des interventions hépatiques à Louvain, qui nous aide et qui vient piquer donc, les lymphatiques. Et puis ensuite, une fois qu'il est dans un lymphatique, il embolise avec de la colle pour venir boucher ces varices lymphatiques qui pleurent dans le duodénum chez ce patient, et ça les améliore de façon très importante, mais malheureusement, pour la plupart, de façon transitoire. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les cardiopathies univentriculaires.
Et donc, ce sont des cardiopathies, comme vous l'avez vu, dont la prise en charge peut être complexe, avec une grande variété de méthodes de prise en charge depuis la période néonatale liées à des physiologies et des anatomies extrêmement variées. Ce sont des patients qui ont une évolution qui peut être relativement favorable aujourd'hui, en 2022, si on est très vigilant pendant le suivi pour éviter des complications, et en particulier des complications liées au traitement qu'on leur impose. Donc, il faut faire attention à préserver, comme je l'ai dit, tous les paramètres qui sont importants, les artères pulmonaires, les résistances, la fonction du cœur, les valves, etc. Ce sont des patients qui, quand ils commencent à défaillir, sont difficiles à traiter parce que la manipulation des traitements classiques de l'insuffisance cardiaque, des anticoagulations classiques, etc., peut être délicate et n'a pas toujours été montrée comme étant efficace. C'est des patients pour lesquels il y a des complications émergentes liées au fait qu'ils survivent. Et donc, ces complications émergentes, il va falloir les appréhender dans l'avenir, en particulier pour le foie. Je n'ai pas évoqué le rein, mais il y a aussi des complications rénales. Et pour les complications lymphatiques que je vous ai décrites à la fin. Voilà, je m'arrête là et je réponds à vos questions si vous en avez.